On est entouré par elle, tout le temps. Elle façonne nos vies, que ce soit au bureau, à l'hôpital. Et pourtant, on n'y pense presque jamais. Je parle bien sûr des organisations, ces architectures invisibles qui organisent une énorme partie de notre quotidien. Alors, comment ça marche au fond? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, petite question pour démarrer. Qu'est-ce qui peut bien relier un bureau classique, un hôpital où on sauve des vies et une équipe de sport qui se bat pour la victoire? A priori, rien à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, ils partagent tous une structure fondamentale, une sorte d'ADN commun. Eh bien, cette réponse, c'est le mot organisation. C'est ça, l'architecture commune qui se cache derrière toutes ces activités. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet, il est temps de définir précisément ce qu'est une organisation pour comprendre son véritable plan de construction. Pour faire simple, une organisation, c'est quoi? C'est un groupe de gens, qu'on appelle des acteurs, qui se mettent ensemble pour atteindre un but commun. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils se répartissent le boulot, ils coordonnent leurs actions et ils suivent des règles. Voilà, c'est la base de toute action collective. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Des penseurs comme Henri Mintzberg y ont consacré leur vie. Dans sa définition, il insiste sur la stabilité et le contrôle. Ce sont deux éléments absolument clés pour qu'un groupe puisse fonctionner sur la durée. D'accord, ça, c'est le plan général. Mais avec quoi on construit concrètement? Voyons comment tout ça s'assemble de l'intérieur. Pour vraiment piger comment cette machine est construite, il faut ouvrir le capot et regarder le moteur. On va décortiquer ensemble ses composants essentiels, son anatomie si on veut, pour voir ce qui la fait vraiment tourner. Et les voilà, ces fameux piliers. D'abord, il faut des acteurs, des gens, des individus. Ensuite, un but commun pour les rassembler. Après, on divise le travail pour être bien plus efficace. Puis, on coordonne tous les efforts pour que les pièces du puzzle s'assemblent. Et enfin, on met en place des règles et un contrôle pour que tout l'édifice tienne debout. L'intérêt numéro 1 de diviser le travail, c'est bien sûr l'efficacité. L'exemple classique, c'est la chaîne de montage. Chaque personne se spécialise sur une seule petite tâche. En décomposant un truc compliqué en actions toutes simples, la productivité explose. Mais c'est bien beau de tout diviser, si personne ne met les morceaux ensemble à la fin, c'est le chaos total. C'est là qu'intervient la coordination. C'est elle, le ciment qui va lier toutes les briques, c'est ce qui garantit que le travail de chacun dans son coin va bien servir l'objectif final. Donc on a nos pièces du puzzle, mais pour qu'elles s'emboîtent bien au quotidien, il faut des règles du jeu. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce qu'il faut aller voir au-delà des plans officiels pour comprendre comment ça fonctionne pour de vrai. Et là, il y a un truc essentiel à comprendre. Il n'y a pas un, mais deux types de règles. D'un côté, les règles formelles, c'est tout ce qui est écrit noir sur blanc, le règlement intérieur, les procédures officielles. Et de l'autre, il y a les règles informelles, les habitudes, la culture d'une équipe, ces traditions non dites que tout le monde connaît et qui sont souvent bien plus puissantes pour guider les comportements. Et puis, il faut se sortir une idée de la tête. La coopération n'est jamais automatique, c'est pas magique. En fait, au sein de l'organisation, chaque personne fait une sorte de calcul permanent. Elle pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que ça me coûte de participer? Qu'est-ce que j'y gagne? La coopération, au final, c'est le résultat d'une négociation constante, un équilibre toujours un peu fragile. Jusqu'à maintenant, on a regardé sous le capot. Mais une voiture, son but, ce n'est pas de rester au garage, c'est de rouler sur la route. Eh bien, pour une organisation, c'est pareil. Elle ne vit pas en vase clos, elle fonctionne comme un système ouvert. Parce qu'en réalité, aucune organisation n'est une île. En clair, sa survie dépend directement de sa capacité à s'adapter au monde qui l'entoure. Que ce soit l'économie, la société, les lois, cet environnement met une pression constante et force l'organisation à évoluer, qu'elle en ait envie ou non. Et ces influences, elles viennent de partout. Pensez-y, un nouveau concurrent qui débarque et casse les prix. Bam, une nouvelle loi qui change les règles du jeu. Hop, les attentes des clients qui évoluent. Ou encore une nouvelle technologie qui vient tout chambouler. Impossible de rester immobile. Prenons un cas concret. Imaginez une entreprise un peu polluante. Et paf, une nouvelle loi sur l'environnement est votée. Du jour au lendemain, l'entreprise est obligée de revoir tous ses processus de production, parfois même de créer un service entier juste pour ça. C'est l'exemple parfait de l'extérieur qui vient redessiner l'intérieur. Bon, on a vu pas mal de choses, mais la vraie question c'est pourquoi tout ça est important? En quoi ça nous concerne? Eh bien tout simplement parce que comprendre ces mécanismes, c'est comme chausser une nouvelle paire de lunettes pour décrypter le monde qui nous entoure. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas juste de la théorie. Non, c'est une véritable boîte à outils. Comprendre l'anatomie d'une organisation, ses acteurs, ses buts, ses règles écrites et, surtout, non écrites, ça permet de mieux s'orienter dans son propre travail, à l'université, dans son association. C'est un vrai super pouvoir en quelque sorte.
Et pour finir, une question pour la route, une question qui regarde vers demain. Avec le télétravail qui explose, l'intelligence artificielle qui déboule, les nouvelles attentes de la société, est-ce que les piliers qu'on vient de voir vont rester les mêmes? Comment cette fameuse architecture invisible va-t-elle se transformer? La réflexion est lancée et elle nous concerne absolument tous.